Dans la série Philosophe et philosophie contemporaine, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel d'aujourd'hui est consacrée à Star Wars, République ou Empire avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Blandine Kriégel, bonjour. Bonjour cher Philippe. Donc Philippe à la régie et Philippe Sinclair à la régie et notre ami Louis à la vidéo. Donc chers amis, nous allons conclure, si vous le voulez bien, temporairement notre investigation du au fond, art et démocratie sur le cinéma avec Star Wars. Star Wars, n'est-ce pas, cette grande trilogie, enfin ces deux grandes trilogies faites par George Lucas sur un thème qui nous intéresse énormément, qui est celui, évidemment, de la République contre l'Empire, un thème dont chacun mesure aujourd'hui l'actualité. Et nous commençons tout de suite par un texte d'Aristote, justement, qui porte sur cette question. Nous vous écoutons, cher Alexis Lacroix. Le régime républicain est le régime despotique. La cité se forme pour de vivre et existe pour permettre de bien vivre. Sein. C'est pourquoi toute cité existe par nature et l'homme est par nature un animal politique, un zoon politikon. Les régimes politiques qui ont vu l'intérêt général sont corrects et conformes à la justice. Ceux qui, en revanche, n'ont en vue que l'intérêt privé des gouvernants sont défectueux et sont des déviations des régimes corrects. Ce sont des régimes despotiques. À l'opposé, la cité républicaine, elle, est une communauté d'hommes libres. Ces précisions données, il reste à examiner les différentes formes de gouvernement et d'abord celles qui sont correctes. Puis on reconnaîtra les déviations, politeia, et du gouvernement, politeama, qui se combinent. Le gouvernement est l'autorité dans la cité. Il est nécessairement confié à un seul individu, un petit nombre ou à la multitude. Quand cet individu ou la multitude gouverne dans l'intérêt général, ces régimes sont corrects. Mais lorsque les régimes ont en vue l'intérêt particulier de l'individu, du petit nombre ou de la multitude, ce sont des déviations. Nous appelons d'ordinaire ceux qui ont en vue l'intérêt général monarchie, aristocratie, politie. Les déviations qui correspondent à ces gouvernements sont la tyrannie, la déviation de la royauté, l'oligarchie, la déviation de l'aristocratie, la démocratie démagogique, la déviation de la politie. Politique, 3, 7, 8, extrait de la Politique Politeia d'Aristote. Merci, cher Alexis. Alors, pourquoi choisir un texte d'Aristote pour illustrer Star Wars? Eh bien, tout simplement parce que George Lucas, n'est-ce pas, le grand réalisateur américain qui a fait de grands chefs-d'œuvre, non seulement les Indiana Jones avec Spielberg, mais donc ce succès mondial qu'est Star Wars, a expliqué, quand il a publié d'ailleurs l'ensemble des scénarios, 80 scénarios, ils sont traduits en français, je le dis pour nos auditeurs, au fond de toutes cette réflexion sur Star Wars, eh bien, qu'il avait lu les anciens, qu'il avait lu Aristote. Alors, que retenons-nous et qu'en a-t-il retenu? D'abord, la première chose qui est intéressante, c'est au fond, dans la saga de Star Wars, il y a beaucoup d'histoires, n'est-ce pas, une épopée, une histoire familiale, des histoires individuelles entrelacées, mais il y a aussi, et c'est ce qui nous intéresse, ce débat, cette thématique de la République contre l'Empire, puisque c'est le combat, n'est-ce pas, de la République galactique contre l'Empire des Sith qui nous est raconté. Alors, que retenons-nous du texte d'Aristote? Eh bien, trois choses, dont deux sont parfaitement connues, mais peut-être moins la troisième. La première définition que fait Aristote, elle concerne évidemment la définition de la politique, la politeia, comme il est dit en grec. Eh bien, qu'est-ce que la politique? C'est, dit-il, la condition naturelle de l'homme, n'est-ce pas? L'homme est un animal politique. On traduit parfois, et c'est peut-être incorrect, par l'homme est un animal social. Mais non, des sociétés existent chez les insectes, les fourmis, les abeilles, ou les moutons, mais en revanche, ou les dauphins, en revanche, la politique, effectivement, est le propre de l'homme. Et ça, c'est la première idée.
pas au fond, l'homme est un animal qui vit dans une cité politique. Et deuxième idée, non moins fondamentale, eh bien, c'est que, en fait, parmi toutes les formes de régime politiques que les hommes peuvent inventer, il y en a deux qui sont fondamentaux, la République et l'Empire. Alors, comment définit-il la République? Eh bien, il explique dans ce texte que la République, eh bien, c'est un régime où on a en vue l'intérêt général et où l'autorité s'exerce par le droit, dit Caillon, sur des hommes libres et égaux. D'ailleurs, c'est pas dans ce texte-là, mais eleuteroi kai isoi, libres et égaux. En revanche, l'Empire, despoticae, les régimes despotiques, ce sont des régimes qui ont en vue l'intérêt personnel, l'intérêt privé, et où l'autorité s'exerce par la force sur des individus assujettis. Et il conclut cette opposition en disant que, au fond, la République, c'est une chose naturelle pour les hommes, tandis que est liée à la justice, alors que l'Empire, eh bien, c'est un régime qui est défectueux et qui n'est pas, au fond, naturel. Troisième, alors tout ça, bon, c'est connu, assez connu, mais ce qui l'est moins, c'est la troisième distinction qu'il propose. La distinction, la séparation entre régime politique, politeia en grec, et gouvernement. D'ailleurs, il dit, une fois qu'on a distingué, au fond, les régimes politiques, ça ne suffit pas. Il faut encore se poser cette question-là. Gouvernement, politeuma. Et dit-il, dit-il, eh bien, parmi les gouvernements, parce que qui règle la question de savoir à qui on confie l'autorité, to kurion, n'est-ce pas, ce qui est le pouvoir le plus important, soit on le confie à un seul, et on a une monarchie, au meilleur ou au petit nombre, et on a un gouvernement aristocratique, à la multitude, on a un gouvernement démocratique. Alors, première conséquence qui n'a pas été vraiment aperçue, relevée. Ça veut dire qu'une république, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est notre actualité, une république peut avoir des gouvernements monarchiques, par exemple en Angleterre ou dans les pays d'Europe du Nord. Elle peut avoir aussi un gouvernement aristocratique. Ça a été le cas de la République de Venise, où elle peut enfin, et c'est évidemment le cas principal aujourd'hui, avoir des gouvernements démocratiques. En revanche, dans les régimes despotiques, eh bien, puisque ce sont des régimes déviants, la monarchie devient la tyrannie, l'aristocratie devient l'oligarchie et la démocratie devient la démocratie démagogique. Alors, je crois que c'est une distinction qui est extrêmement importante et actuelle. Pourquoi? Parce qu'elle met fin, n'est-ce pas, à d'autres définitions, à savoir qu'aujourd'hui, vous savez, quand on parle de démocratie, on oublie que c'est démocratie et état de droit, démocratie et république. On pense que la démocratie est établie sur la seule loi de la majorité. Eh bien non, pas du tout, n'est-ce pas? Dans un régime républicain, la démocratie, évidemment, fonctionne, mais dans un régime despotique, ça devient une démocratie démagogique. De même, le gouvernement devient tyrannique. Et c'est très important, et c'est donc, là je vais me tourner vers Alexandre pour lui poser la première question. Il y a une sorte, si vous voulez, de vocabulaire ancien, de classification tout à fait ancienne, que reprend George Lucas. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi George Lucas se pose un problème que se sont posés, n'est-ce pas, les auteurs anciens, c'est-à-dire Thucydide, par exemple, dans la guerre du Péloponnèse, ou des auteurs romains, à savoir comment la République peut, de l'intérieur, se transformer en empire. Comment elle peut devenir un empire? Et comment expliquez-vous, Alexandre, s'il vous plaît, que les Américains, n'est-ce pas, au fond, les Américains, et là c'est un grand réalisateur de cinéma, mais qui pose des problèmes de philosophie politique, évidemment, et fait ce retour extraordinaire à la pensée d'Aristote, dont, sans se cacher, d'ailleurs il a dit, j'ai lu les auteurs anciens et je m'appuie sur eux. Alors, et quelle est cette actualité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce sont les Américains les premiers qui ont fait ça? Alors, Alexandre. D'abord, je ne suis pas étonné que George Lucas, qui est un juif hongrois, d'origine. Dont les parents ont émigré aux États-Unis, qui est de culture, et bien entendu, qui a bien suivi le cursus des universités américaines, où on apprend beaucoup de choses là-dessus. Et je ne suis pas étonné aussi qu'il ait évidemment une bonne connaissance
d'Aristote et de Platon dans ce domaine, parce que très précisément, les humanités américaines sont fondées sur le droit. C'est-à-dire que ce qui, chez nous, de la philosophie, par exemple, ou de la religion, bien entendu, ou une religion laïcisée, aux États-Unis, la laïcisation, c'est l'idée du droit, parce que seul le droit unifie effectivement les Américains. Et donc, le droit et le droit à la jurisprudence, ce n'est pas une discipline technique comme on le pense en France, pour notaires ou pour économistes qui connaissent les patrimoines. Non, c'est véritablement le cœur de la démocratie américaine, de la République américaine plutôt. Deuxièmement, bien entendu aussi, à partir de là, les distinctions anciennes sont particulièrement visibles. Et c'est la raison pour laquelle les Américains se méfient, par exemple, très fort des grandes familles. Et bien entendu, c'est inévitable. Oui. Nous avons vu là un ensemble qui est consacré à John Adams. John Adams a véritablement ensuite, alors qu'il était un homme très humble au départ, créé une véritable aristocratie, une des familles les plus importantes de Boston. Son fils est devenu aussi président des États-Unis. Les Kennedy aussi, ils sont une dynastie, et d'autres. Et bien entendu, il y a un fils, et ensuite les autres ont encore été sénateurs, ils ont eu... Et d'ailleurs, le fils, précisément, après avoir été président, est resté au Sénat, ce qui serait aujourd'hui impossible. Et c'est là qu'il a défendu la cause des Noirs. C'est d'un film Amistad de Spielberg déjà, qui est presque le point qui va ensuite permettre son film sur Lincoln. Oui. Mais tous ces films-là nous parlent effectivement du droit et du fait que les États-Unis sont faits par le droit et seulement par le droit. Et bien entendu, le plus grand cinéaste qui a exprimé ça d'une manière superlative, c'est John Ford, qui a été aussi un héros de la guerre et un homme exceptionnel et un catholique irlandais profond, mais totalement transformé par cette démocratie américaine. Merci Alexandre. Art et démocratie. Et vous, François, qu'est-ce que vous pensez de ce texte ? J'en pense du texte d'Aristote et du rapport qu'il peut avoir avec Star Wars. Oui, tout à fait. Mais, alors, il est étonnamment politiquement correct dans nos termes mêmes, si on veut. Oui. On pourrait... Politiquement actuel, vous voulez dire alors ? Trop de tyrans actuellement constituent un danger, que trop d'oligarchies sont critiquables, et aussi que trop de partis populistes arrivés au pouvoir deviennent quasi fascisants, ou le sont déjà. Donc tout ça, si on veut, sur la partie négative, je vois très bien la dénonciation actualisée, actualisable. Ça me paraît absolument vrai. Alors maintenant, pour une pensée, le critère d'une pensée, c'est aussi qu'elle s'applique avec précision, si je peux dire. On peut être sceptique sur cette question d'intérêt général, parce que qui ne s'abrite pas derrière l'intérêt général, d'abord, y compris pour mal faire, si je puis dire, et par ailleurs... mais on pourrait traduire aussi par bien commun. Oui, je comprends, mais est-ce qu'un sauveur de la France, un sauveur de la Russie, un sauveur, etc. Est-ce qu'un sauveur n'est pas un danger public ? Non, mais Aristote ne parle pas du tout de ça. Il parle uniquement, d'ailleurs, comme dans toute république, n'est-ce pas, du fait que on vise dans un régime républicain, on peut le traduire, l'intérêt général, c'est comme ça qu'on traduit en français, mais le bien commun, c'est ce qui est commun, et pas l'intérêt privé. Non, j'entends bien, mais au nom du bien commun, on peut se lancer dans des aventures extrêmement dangereuses. Non, mais sauf que l'autorité s'exerce par la loi. Uniquement. Non, mais ça finit par arriver. La question est légitime. Par exemple, le général de Gaulle a été certainement l'homme auquel les Français sont le plus redevables. Et pourtant, à la fin de sa vie, il a fait un certain nombre de choses que nous ne jugeons pas tout à fait justes. Il n'est qu'un exemple parmi tant. Oui. Non, mais alors, donc, ce que vous posez, François, c'est la question des républiques, de la façon dont se transforment les républiques, dont les républiques peuvent se transformer de l'intérieur. Parce que c'est ça ce que pose la question que pose Star Wars. Comment une république peut virer à l'empire ? Alors, lorsque la France a choisi de devenir impériale avec Bonaparte, à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Bonaparte devenant Napoléon, l'intérêt général était en jeu parce que la France était assiégée de toutes parts, parce qu'elle avait opté pour un régime qui n'était pas celui de l'Europe, qui était un régime monarchique et même constitué de familles. Donc l'intérêt général intervenait dans le choix d'aller au-devant
de conquête qui aurait pu être au détriment de la France, c'est-à-dire de... Mais alors, pour... C'est une question dans Star, sceptique, disons. non, mais bien sûr, mais dans Star Wars, la démonstration avec le sénateur Palpatine, qui est en fait un chevalier Sith, que fait George Lucas, c'est que c'est la guerre, n'est-ce pas, qui est le meilleur appui de la transformation. D'ailleurs, comme pour Jules César, que c'est la guerre qui fait qu'une république peut, au fond, se transformer en empire. Oui, Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une certaine actualité, n'est-ce pas, cette observation qu'on s'appuie sur la guerre? C'est pas que D'ailleurs, tout ce qu'il y a d'empire en France, à l'époque où la Troisième République, qui était vraiment l'apogée de la République, nous vient des colonies. C'est le régime impérial sur lequel on s'est appesanti en Algérie, en Tunisie, en Indochine. Oui. Alors, on va une autre question, une question d'un autre domaine à notre ami le docteur David. Cher docteur, parce que dans Star Wars, là je change de plan. Les passions mobilisées pour un empire et anti-républicaine, n'est-ce pas, démonstration que fait George Lucas, c'est d'une part, pour un empire, c'est la haine. L'empire mobilise la haine des individus, et quand on s'appuie sur le côté obscur de la haine, on peut passer du côté, on peut devenir une aide d'un régime impérial, et deuxièmement aussi, un amour non contrôlé, n'est-ce pas, comme l'amour d'Anakin d'abord pour sa mère, ensuite pour sa femme, Anakin qui deviendra Dark Vador, eh bien, peut aussi se pervertir. Et donc, il y a aussi toute une réflexion qui nous éloigne évidemment d'Aristote sur ses passions, sur l'amour et la haine. Alors, docteur, qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que c'est une histoire qui est très shakespearienne. Oui. Je pense que Shakespeare montre très bien, par exemple, que Iago, dans sa passion, une fois c'est un psychanalyste qui s'appelle André Green qui a bien montré ça, c'est qu'il y a un mouchoir qui lui a été donné par sa mère et qu'il imagine être perdu, et ça lui est insupportable. Il va projeter de tuer la femme qu'il est supposé aimer. Donc on voit qu'il y a effectivement un virage très facile très facile dans la passion. La passion. La passion, c'est pas l'amour, c'est la passion. La passion amoureuse. La passion amoureuse qui, évidemment, cette passion, elle a beaucoup de secteurs. On voit malgré tout que le Christ, dans sa passion, est allé jusqu'au bout et est allé jusqu'à la mort. Oui. Donc ça, c'est une... Mais pas pour lui, pour les autres. C'est une passion choisie. Oui. C'est une passion choisie. Mais finalement... on peut voir qu'en effet, à partir du moment où l'amour, qui est quand même quelque part un don de quelque chose, tourne à la volonté de posséder l'objet aimé, l'amour se renverse, et là, la haine apparaît, et évidemment, au niveau politique... Il peut générer la haine. Au niveau politique, c'est éminemment... Merci beaucoup. clair. Alors, merci beaucoup. Alexis, autre question non moins importante, c'est au fond l'actualité de ce discours aristotélicien utilisé par George Lucas. Parce que, vous voyez, au fond, si on part du discours de nos contemporains, certains, par exemple nos amis marxistes, n'est-ce pas, opposeront les sociétés parfaites, les sociétés bonnes, c'est les sociétés socialistes aux sociétés capitalistes, c'est-à-dire une vision plus économique ou économiste. Mais on parle, au fond, le plus souvent, on parlait encore il n'y a pas très longtemps, dans le discours post-marxiste, de l'opposition entre les sociétés, les États, les démocraties et les États totalitaires. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que d'un seul coup, ce discours, n'est-ce pas, est au fond périmé par ce que nous voyons se développer sous les yeux. Je vous demande si vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit bien, n'est-ce pas, d'une opposition entre la République et l'Empire, les démocraties et l'Empire. On vous écoute. Alors s'il faut faire un jeu de mots, je vous dirais que vous avez entièrement raison. Oui. Ce que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire au fond un nouvel empire des Sith face à une nouvelle République galactique qu'il veut écraser littéralement. Cette République galactique, c'est naturellement l'Ukraine, tout le monde y pense en ces heures tragiques. Mais que cela nous révèle-t-il sur le plan des glissements de terrains intellectuels, puisque c'est votre question, qu'au fond Hannah Arendt aujourd'hui est surclassée par Régis Debray, si on veut aller très vite, et si on veut faire des jeux de mots. Oui, laissez-moi juste continuer. C'est-à-dire le paradigme
de l'opposition systématique de la démocratie et du totalitarisme est insuffisant pour comprendre ce qui nous arrive. Que nous arrive-t-il aujourd'hui ? C'est le retour effectivement du despotisme impérial que nous appelons dans la nouvelle langue, on l'appelle plus comme ça, on l'appelle démocratie illibérale. Oui, démocratie autoritaire. Non, démocratie illibérale, c'est le mot qui est le plus employé aujourd'hui chez les géopolitologues. C'est le mot qui est le plus employé chez les géopolitologues. Mais pas sur les radios. Pas sur les radios. On a trouvé aussi le terme de démocrature. Alors, exactement. Alors, on va être précis justement dans la nomenclature. En réalité, que découvrons-nous avec cette folle équipée, qui n'est pas celle de la Russie, mais de Vladimir Poutine ? Que ce qu'on appelle les démocraties illibérales ne sont pas l'émanation de la volonté de leur peuple, même quand elles sont pacifiques, comme la Hongrie de M. Orban, ou la Pologne actuelle, ou même d'autres régimes d'Europe centrale qui tendent vers la démocratie illibérale. Ce sont d'abord et avant tout des despotismes nationaux. Et ce qui se passe sur la scène intérieure n'est pas sans lien avec ce qui se passe sur la scène... Pourquoi vous ne dites pas des empires, tout simplement, comme l'avait dit Hélène Karankos, l'empire morcelé, l'empire des... Si vous voulez. Hélène Karankos n'est peut-être pas la mieux qualifiée pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais en revanche, despotisme impérial, ça veut dire empire. Aujourd'hui, Non mais, bien sûr. Empire. Et là, ce qu'on voit en Turquie, par exemple. Voilà. Oui. Mais là, ce qui est très intéressant pour que nos auditeurs comprennent, c'est que j'ai beaucoup aimé l'allusion historique, la profondeur de champ, d'Alexandre Adler, quand il évoque la Troisième République. La Troisième République, moi je la défends. Dans tous mes livres successifs, je la défends toujours. Mais ce qu'elle faisait dans le cadre de la colonisation de l'Afrique subsaharienne... C'était à l'extérieur. Attendez, laissez-moi finir. Et de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord... C'était de l'Indochine. Attendez, avait des répercussions aussi en interne. Et c'est ce que nous disons. C'est-à-dire que le processus impérial, aussi justifié soit-il en termes de réalisme géopolitique, a des rétroactions négatives. Et ce qui est en train d'arriver à la Russie, ce qu'elle n'était pas il y a 30 ans, c'est que de fraîche démocratie, elle est en train de basculer vers l'Empire. Non, mais attendez, de fraîche démocratie en 90. Merci, elle est en train de basculer vers l'Empire. Que nous avons terminé notre temps, mais en tout cas, merci pour cette discussion que nous reprendrons d'une autre manière. Merci à tous. Merci.